Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Lors de mon voyage au Québec pour explorer le futur du travail, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Bundock. Michel est un leader visionnaire qui a passé 35 ans au sein d'un groupement de chefs d'entreprise, aujourd'hui connu sous le nom d'Entrechef PME, et dont il a dirigé les 15 dernières années. Dans cet épisode, Michel nous partage son parcours atypique, depuis ses débuts comme guide dans les parcs nationaux canadiens, jusqu'à son engagement dans l'exploration de nouvelles formes de gouvernance. Ensemble, nous abordons des questions clés sur l'évolution du rapport au travail et les besoins des collaborateurs dans un monde en pleine mutation. Que cherchent vraiment les individus au travail? Et comment les entreprises peuvent-elles devenir des lieux d'épanouissement durable? Michel nous parle aussi de ce qu'il appelle les 6 évolutions stratégiques, des principes essentiels pour transformer une organisation en un modèle d'inspiration. Et bien sûr, il nous éclaire sur l'holacratie, ce modèle qu'il a adopté et expérimenté dans sa propre organisation, en partageant les défis qu'il a rencontrés, mais aussi ses succès et les leçons qu'il a tirées sur le chemin. Vous y trouverez d'ailleurs quelques exemples concrets à tester dans votre organisation. Sans plus attendre, plongeons dans cette exploration inspirante avec Michel Bundock. Bonne écoute! Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue sur le Tilt. Ça va être une nouvelle expérience. C'est vrai? Comme on dit, qui disait ça? Buckminster Fuller disait, à chaque nouvelle expérience, on apprend. On n'apprend jamais moins. Premier podcast? Non, j'en ai quelques-uns. J'aime beaucoup la formule. Ouais. Spontanée et en même temps focusée dans une direction. Tout à fait. Super. Écoute, je suis ravie de t'accueillir à mon micro. On va avoir une discussion sur tes expériences en tant que dirigeant et puis sur ton intérêt sur tous les sujets d'entreprise holacratique et tous les autres formes d'organisation autour. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu nous dises qui tu es sans parler de ton travail. J'ai 65 ans, alors ça fait au moins 64 ans que je suis très curieux. J'aime explorer. J'ai été fasciné quand j'étais enfant par... dans les personnages, dans les BD et tout ça, c'était par les magiciens. Mm-hmm. Alors, Merlin l'Enchanteur, Mandrake et tout ça, dans le fond, ce qui me fascinait, c'était de transformer quelque chose de bien en quelque chose de magique ou de super. Mm-hmm. Alors, tout le travail que j'ai fait professionnellement après, va un peu dans cet esprit-là. Alors, j'aimais beaucoup la chimie, entre autres, et j'ai fait quelques petits dégâts aussi, mais c'était expérientiel. Oui, à la maison. Mais écoute, je suis ravie que tu dises ça parce que le titre de mon podcast, Le Tilt, c'est vraiment une histoire de transformation. Donc, ravie que tu puisses nous en dire plus à ce sujet. Ça a été quoi ton parcours professionnel? Assez stable. J'ai commencé dans la nature comme explorateur encore, comme guide dans les parcs nationaux ici. Puis j'organisais des sortes de retraites en canot-camping. J'avais fait une petite agence de voyage. Puis après, je suis arrivé au groupement des chefs d'entreprise où j'ai été pendant 35 ans. Donc, j'ai un parcours assez stable du point de vue employeur. Mais au niveau expérience, j'ai fait plein de choses. Principalement des communautés de pratique d'entrepreneurs au Québec d'abord, puis en Europe francophone après. Puis j'ai été ensuite 15 ans comme dirigeant de cette organisation-là, le groupement des chefs d'entreprise, qui aujourd'hui s'appelle Entrechef PME.
Puis en parallèle, ben, j'ai fait de l'accompagnement personnel et j'ai fait aussi du cheminement personnel. J'ai commencé à 26 ans. Je suis pas guéri, mais je me soigne. Comme nous tous. Oui, Soyons honnêtes. oui. Euh, Ce que je te propose, c'est qu'on commence notre discussion sur le sujet des collaborateurs et leurs besoins pour s'engager dans la durée dans une organisation. Est-ce que tu saurais nous dire quelle est l'évolution justement du rapport à l'organisation des collaborateurs? C'est fascinant, hein? Je trouve, on est en pleine transformation, pour reprendre le mot, mais je dirais plus qu'une évolution, je dirais une révolution dans le rapport au travail. On sait que ça fait, depuis l'ère industrielle, qu'on est dans un lien de subordination à l'emploi. Donc, on se soumet à un employeur. Et il y a eu beaucoup d'écarts là-dessus sur avoir une autorité sur les responsabilités versus une autorité sur les personnes. Et je trouve que ce qui est en train de s'émanciper, c'est l'autorité sur les personnes. En fait, personne n'a autorité sur une autre personne, mais pas avoir une autorité sur les responsabilités, les mandats, ici et ça. Alors ça, psychologiquement, c'est un gros changement, puis qui fait aussi que le rapport au travail, les gens aujourd'hui, en particulier les jeunes, l'abordent avec beaucoup plus de liberté. Ma génération, on cherchait un gagne-pain, hein, puis mon père, c'était encore plus gagne-pain. Et aujourd'hui, on voit l'entreprise, oui, toujours comme un gagne-pain, mais beaucoup comme un outil de développement personnel et professionnel. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une telle individualisation des carrières finalement? Ben moi, je pense qu'on fait juste revenir au naturel. C'est que l'être humain, c'était dans une conversation avec Isaac Getz qui m'avait fait connaître une pyramide différente de celle de Maslow, qui est sur les 3 besoins fondamentaux qui sont l'égalité intrinsèque. C'est ce que je viens de parler. Toi et moi, on est égales comme personne. Après ça, c'est le besoin de se développer. Je suis capable, hein? On commence très tôt à dire je suis capable, on a le goût. Puis le 3e, c'est la capacité d'influencer son destin, de pouvoir être le plus autonome possible. C'est des besoins fondamentaux qu'on observe de l'enfance, toute notre vie. Puis là, tout d'un coup, quand on rentre sur le marché du travail, ben même à l'école, on est plus dans une position où on se soumet. Puis ben ça, c'est en train... Fait que moi, je pense que l'être humain est juste en train de redevenir normal. C'est une bonne nouvelle. Ben oui, ben oui. Il faut des discussions comme la Donc, nôtre c'est pour pour ça qu'il faut justement... travailler sur les contextes qui nuisent à ça. Mais les personnes, si on leur fait confiance, s'ils ont un bon contexte, généralement, la plante, elle pousse toute seule. Et justement, donc, quand un employé, il regarde une organisation, il se dit, bah, en fait, ça va être un bon environnement de travail pour moi. C'est quoi sa volonté? C'est quoi ses envies? Pourquoi il le fait finalement? Pourquoi il s'engage dans une organisation? Je dirais, d'abord, c'est temporaire. Alors, des gens comme moi qui font 35 ans dans la même entreprise ou mon père qui a fait 40 ans dans la même entreprise, on va en avoir moins. Je pense que l'emploi va être une étape pour puis un portfolio d'expérience. Puis, comme toi, par exemple, tu as la possibilité technique ou statistique de vivre jusqu'à 100 ans, on ne peut pas avoir une vie linéaire, enfance, travail, retraite. Ça se pourra pas. Alors, on va avoir vraiment une vie multi-stage, multi-étape. Puis, ben, le travail va faire une étape de temps en temps où on va faire un bout. Après ça, on peut retourner à l'école. Après ça, on peut faire un projet humanitaire. Après ça, et on ne sera pas linéaire. Alors, c'est pour ça que je dis que l'entreprise va être temporaire. Puis, ben, par contre, elle va durer tant que la personne va sentir qu'elle est dans un bon environnement. J'aime beaucoup cette notion de carrière multi-étape, je la trouve très vraie, mais je trouve qu'il y a quand même un frottement, pour moi, le voir dans les accompagnements que je peux faire de managers ou de cadres qui ont envie de changer de vie pro. Il y a un espèce de frottement de sécurité versus création d'une nouvelle étape. Comment est-ce qu'on fait pour prendre ça en compte et pour le dépasser? Je viens de publier un article dans le journal Les Affaires ici, qui est le journal de référence dans le monde socio-économique, ou plutôt économique, puis où j'aborde la notion de innerpreneur.
Alors, on connaît l'entrepreneur qui va initier une entreprise ou un projet, souvent à partir d'une opportunité extérieure. Mhm. On a l'intrapreneur qui est dans le mode libéré, par exemple. C'est ça qu'on encourage, des gens qui vont être dans un espace sécurisé qui est l'entreprise, mais qui vont pouvoir prendre des initiatives plus qu'être en mode de subordination dont on parlait tantôt. Le troisième modèle qui émerge, c'est l'intrapreneur, c'est-à-dire c'est des gens qui vont, probablement que tu en es une, c'est des gens qui vont initier leur travail, leur projet à partir de convictions autour d'une cause. Mhm. Alors, ça va créer un nouveau type de travailleurs qui vont collaborer à des entreprises sans y être nécessairement pour toujours, mais ni non plus à temps plein. Donc, ça va être ce dosage-là entre être maître de son destin, entrepreneur à partir de ses convictions, mais en même temps, une forme d'insécurité relative au fait que tu n'es pas nécessairement euh, sur un emploi sécurisé. Tu sais. Hmm. J'avais reçu une dame à mon micro qui m'avait donné une image. Elle me disait, en fait, on n'est plus dans la carrière girafe, c'est-à-dire on tend le cou vers toujours plus de responsabilités. On est dans une carrière abeille. Donc, on va de projet en projet et j'avais trouvé l'image très parlante. Et c'est ce que tu décris, en fait. Oui, je ne la connaissais pas. Hein, je vais la retenir parce que je trouve que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, c'est pour ça que je parlais de mon cheminement personnel là, depuis longtemps, mais je pense que les gens n'auront pas le choix de mieux se connaître parce que c'est plus nécessairement l'extérieur qui va nous mobiliser, c'est ce qu'on porte à l'intérieur, ce à quoi on croit, nos convictions profondes. Donc, en parallèle, ça va exiger d'être très au clair sur soi-même. Tu sais. Tu connais Hudson? Hudson, Hudson, c'est un outil en coaching ouais. et c'est une de ses règles. Il dit, enfin, dans son outil, il dit que avant, on avait beaucoup d'outils extérieurs qui nous aidaient à la décision. Donc, je sais pas, par exemple, l'Église, une autre religion, la famille, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de bruit dehors et tellement de possibilités à l'extérieur de nous que ça demande une solidité, un alignement, en tout cas, regarder à l'intérieur de soi pour pouvoir faire des choix en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Et je trouve que c'est très vrai. C'est en plein ça. Oui, c'est ça. Alors, moi, je tiens un journal depuis des années, puis depuis 2 ans, parce que j'ai quitté mon travail au groupement des chefs pour être à mon compte. Euh, C'était essentiel que je m'écrive, si je peux dire, mais que je me clarifie. Et entre une intuition, une idée, un élan, faut savoir distinguer d'où partent nos réflexes pour prendre les bons aussi, écouter les bons aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il y a du bruit en dedans aussi. Il n'y en Oui. a pas juste Ouais, dehors, ouais, il y en a en c'est dedans vrai. aussi. Oui. Je voulais faire un lien. Je sais pas comment toi tu le vis, mais je trouve très intéressant que tu aies commencé ta carrière par une activité avec la nature. Mhm. C'est anodin ou ça l'est pas? Ben, j'ai grandi, on avait une montagne en face de chez nous et on était plus souvent dans la montagne que dans la maison. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la nature. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que à travers mon activité professionnelle, je me réserve des temps pour faire de l'exploration, ce que je disais au début de la rencontre. Puis là, je suis sur un projet avec Espace pour la vie ici, Ah, tu sais, le génial. jardin Ouais. botanique, insectarium et tout ça. On est un groupe d'une quinzaine de personnes d'horizons très différents et on est en train d'explorer la gestion biophilique. Alors, bio-vie, philique, ami. Donc, le propos, c'est pas la notion de bimétisme, par exemple, de s'inspirer pour créer des produits, mais là, c'est pour repérer dans comment la vie fonctionne, les organismes vivants fonctionnent au niveau du management. C'est comment on peut l'appliquer à la gestion. Alors, on débroussaille. Là, je sais C'est qu'en génial. France, il y a l'entreprise régénérative qui Ouais. explore La ça, par perma-entreprise exemple. aussi qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Ouais. Alors, c'est comment on prend ces principes-là Ouais. puis on les applique d'un point de vue de gestion. Fait que, on explore ça. Là, on sait pas Bon, tu ça, reviendras ça à va mon nous mener. micro Oui, c'est quand ça. tu auras avancé sur cette exploration. Alors, Ouais. génial. Ok. Ouais, c'est vraiment le fun. Ok. Et comment est-ce que toi, tu as découvert justement le rôle de gestionnaire, le rôle de dirigeant? 2 choses. La première, c'était une insatisfaction profonde, durable, qui me faisait
trotter ou même ruminer dans une question, dire, est-ce qu'il y a une façon différente de développer l'entreprise, parce que j'ai travaillé dans un PME là, toute ma vie, qui n'est pas de petite à grande? Y a-t-il d'autres choses qui caractérisent le développement d'une entreprise autre que plus de chiffre d'affaires, plus d'employés, plus de clients, plus de produits? Voir l'entreprise autrement. Ça, je cherchais ça. Je sais pas, c'était vraiment intuitif, mais en même temps, une insatisfaction parce que les modes de gestion, entre autres le lien de subordination, j'étais un peu rebelle. Fait que j'aimais pas ça. Fait que je cherche jusqu'à temps qu'un ami me parle du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. On faisait une promenade dans le bois, justement, puis là, j'ai acheté le livre, j'ai lu jusqu'à 4 heures du matin, d'un coup, chez moi. Puis là, j'avais l'impression de rencontrer un nouveau regard sur l'organisation qui n'est pas de petit à grand, mais qui est plutôt d'une entreprise qui va permettre à la fois de réaliser sa raison d'être, donc de rayonner, d'avoir une utilité sociale, mais en même temps d'être une espèce de communauté de travail, même si elle est temporaire, qui va permettre aux individus de se développer. Alors là, j'avais comme une piste pour aller vers ce nouveau type d'organisation, que j'appelle aujourd'hui, moi, des organisations inspirantes. Comment tu as poursuivi ce fil, du coup? Parce que quand on s'est rencontrés là tout à l'heure, tu me disais que finalement, tu avais fait beaucoup de rencontres autour de tout ça, tu avais testé des choses dans ton organisation. Comment est-ce que tu as pris le sujet à bras-le-corps de manière pragmatique? D'ailleurs, c'est ce que je suggère, c'est pour des gens, des gestionnaires ou des entrepreneurs qui veulent commencer cette démarche-là, c'est la première phase, c'est d'explorer. Alors, j'ai écouté beaucoup de YouTube avec Jean-François Zoubris et tout ça. Lalou était là-dedans, tout ça, pour me faire vraiment une tête, puis pas vouloir copier quelque chose, mais dire quoi là-dedans résonne en moi, puis voir avec le type de personne, les valeurs que j'ai. Donc, un premier temps d'exploration qui a duré, pour moi, il a duré au moins 6 ans. Pas 6 ans, 6 mois. Et en même temps, comme j'étais dans une organisation d'entrepreneurs, on organisait à chaque année des colloques et des congrès. Alors, je faisais ça en parallèle de mon travail de PDG. Puis, j'ai dit, on va se servir de ces événements-là pour continuer à explorer, puis en même temps mettre en valeur des exemples et tout ça. Donc, j'ai pu faire venir au Québec des acteurs plus connus de ces dimensions-là, d'holacratie avec... C'est quoi l'holacratie? Est-ce que tu peux nous dire? Pour moi, c'est un système d'exploitation. C'est comme... sur mon cellulaire, j'ai iOS. Il y en a d'autres qui ont Android. Intéressant. C'est une plateforme qui sous-tend le fonctionnement de mon téléphone. C'est une plateforme qui sous-tend le fonctionnement d'une organisation. Ça m'a pris un certain temps avant de comprendre que ce n'était pas un but, c'est un moyen. Parce que le but d'une entreprise, c'est sa raison d'être. C'est qu'est-ce qu'elle a à offrir à la société. Et j'ai eu quelques égarements là-dedans pour avoir pris ça un peu pour un but à un moment donné, alors que c'est réellement un moyen. C'est un outil que l'entreprise se donne. Une plateforme, avec ses apps que tu dois tout revisiter. Alors, tu dois revisiter l'app de ressources humaines, l'app de marketing, l'app de... Il faut que tu revoies ton fonctionnement avec ta nouvelle plateforme. Et est-ce que justement la manière de s'emparer de cet outil, c'est très teinté de la vision du leader? Fondamental. OK. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Lalou en parlait dans Reinventing. Il y avait peut-être pas un chapitre, mais il y avait plusieurs pages là-dessus où il disait que ça démarrait, l'impulsion démarrait généralement du dirigeant et elle durait aussi avec le dirigeant, puis qu'un changement de dirigeant pouvait très bien être aussi un recul ou en tout cas un passage à autre chose. Donc, oui, c'est fondamental. Et c'est pour ça que je parlais, il y a un temps de réflexion avant de se lancer pour est-ce que ça correspond vraiment à mes convictions? Tu sais, par exemple, Jean-François Zoubris disait, moi, je m'appuyais sur l'humain est fondamentalement bon. Tu sais. Bon, entre le dire puis y croire, puis après ça, transformer tes pratiques autour de ça, ça prend des convictions très profondes. Puis, c'est pas un chemin tranquille, cette transformation, que ce soit l'holacratie, entreprise libérée, peu importe. Ça fait émerger toutes sortes de tensions, toutes sortes de paradigmes. Puis, des fois, ils vantent. Ils vantent fort. Oui, il faut s'accrocher. Oui, s'accrocher à ses convictions, justement. Mais là, ce que tu dis, c'est très, très important. Entre
le dire et le croire, c'est quoi le chemin? Euh, j'ai fait une présentation à une organisation en France qui s'appelle les entreprises de nouvelle génération, puis qui ont des colloques à chaque année, qui s'intéressent aux nouvelles formes de gouvernance. Puis ma présentation, c'était sur les 12 transformations que j'ai dû exercer D'accord. comme leader en moi-même, avec moi-même, puis qui vont des convictions, de clarifier les convictions, de l'humilité à ne pas tout savoir, mais vraiment à créer en marchant, d'avoir des antécédents favorables, c'est-à-dire dans ta culture familiale, par exemple. Chez nous, ma mère elle nous a beaucoup encouragé à la liberté. Alors, tu sais, j'avais une culture vers ça. Mes frères sont comme ça aussi. Alors, il y a différentes transformations qu'un leader doit accepter de vivre dans ça à mesure que l'entreprise se transforme. C'est un aller-retour. Et ça va être la même chose avec les employés. Il y a un aller-retour. Les gens qui vont, moi j'appelais ça enlever les abat-jours sur la tête des gens pour qu'ils puissent laisser rayonner leur lumière. Alors, cette transformation-là, c'est beaucoup ça pour moi, c'est d'enlever. Puis là, on découvre que quelqu'un qu'on pensait qu'il était à 25 watts, mais finalement, il est 100 watts parce que le contexte ne lui permettait pas de rayonner comme il pouvait rayonner. C'est très intéressant. J'ai une cliente un jour qui m'a dit, en fin d'accompagnement, elle m'a dit, j'ai eu l'impression d'avoir pelé l'oignon. Oui, Et c'est ça, en fait, c'est quand on veut se transformer et transformer son organisation, c'est faut enlever les couches, les biais, les croyances, les anciens modes de fonctionnement. oui. Et c'est un très bon point que tu dis là, c'est qu'on est porté à en rajouter. Mais dans cette démarche-là, en tout cas au début, il faut en enlever. Ouais. Il faut enlever des paradigmes, il faut enlever, je me souviens plus qui disait ça, il faut enlever les cailloux dans les souliers, les petits cailloux qui empêchent, ou en tout cas, puis après ça, bon, on attaque des plus gros cailloux et tout ça. Fait que, c'est pour ça, par exemple, dans notre cas, on a adressé la rémunération uniquement 3 ans après la démarche pour avoir le temps de vivre ce que c'est, vivre les problématiques que ça te générait et tout ça. Donc, tu peux pas tout changer d'un coup. Il y a une évolution du collectif, il y a une évolution des individus, puis il faut accepter que ça prend du temps. Et dans les 3 premières années, c'est quoi les premières, choses que vous avez mises en place concrètement? La première chose, c'était les signes d'inégalité. Alors, j'en avais un gros. Moi, j'étais PDG, donc j'avais le gros bureau avec... j'étais à peu près jamais là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ça n'a aucun bon sens. Puis on manquait de salle de réunion. J'ai dit, mon bureau va devenir une salle de réunion. Puis je prendrai les espaces qu'il y aura disponibles. Je te rappelle qu'on est 4 ans avant la COVID. Là. Alors, Flex office, c'était encore, loin? Fait que déjà, le télétravail, on en faisait déjà parce qu'on avait des employés collaborateurs un peu partout au Québec puis en Europe. Mais la philosophie de dire, ben, mon bureau, c'est ce qu'il y a disponible. Puis moi, j'avais poussé ça plus loin. J'avais développé l'approche du leader nomade. Alors, je me considérais comme un nomade. Puis c'est pour ça que c'est mon sac à dos qui est mon bureau depuis des années maintenant. Fait que travailler les signes d'inégalité, c'était une des premières choses qu'on a adressées. On l'a regardé au niveau des horaires de travail, au niveau des façons de fonctionner entre nous. Puis ça, j'appelle ça les petits cailloux, mais qui font mal. Donc, si tu ne règles pas, tu as beau dire on est l'entreprise libérée, tu as beau dire on est ouvert. Si ces petits signes-là ne sont pas adressés, il faut... Fait qu'on a commencé par ça. Puis après ça, on a aboli les titres. Alors, je me souviens d'une réunion qu'on avait dans la salle de conférence, puis j'avais mis une poubelle à la sortie, puis tout le monde jetait leur carte d'affaires, tu sais. Génial, j'adore. C'est très symbolique. Mais un peu avant ça, comme je disais, moi, j'ai fait mes lectures, j'ai fait mes recherches pendant 6 mois. Puis plutôt que d'arriver et de dire à l'équipe, ben on fait ça désormais, on a fait une espèce de... Il y a le G8, il y a le G20. Nous, c'était le G50 parce qu'on était 50 personnes, puis G pour groupement, donc le G50. On a fait un G50. Puis j'ai posé la question, si on réinventait notre milieu de travail, là, pas nos produits, pas notre structure d'OSBL, notre façon de travailler ensemble, ce serait quoi les caractéristiques? Et là, j'avais parlé de ça à personne, moi, là, tu sais. Là, les gens sont mis à parler de cercle,
de décisions plus décentralisées, moins de bureaucratie, plus de création de valeur pour le client. En fait, tous les ingrédients que j'avais lus dans La Loue, les gens les disaient sans trop les associer à quelque chose qui existe, mais plutôt comme des souhaits. Et là, après, je suis arrivé et j'ai dit, ben, regardez, vous avez dit ça, voici le projet que je vous propose. Puis là, ben, il y a eu comment on appelle, un buy-in qui était beaucoup plus naturel parce que le design fondamental avait été fait avec l'équipe. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu parlais tout à l'heure de quelque chose de naturel, c'est que tes collaborateurs, ils en ont parlé Oui, de manière très instinctive, en fait, oui, finalement. c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Et tu dirais que c'était quoi les ressentis, les émotions quand tu as posé le projet Euh, pour qui? pour les gens de ton organisation? Tout OK. le monde. Toi et puis les gens Pour avec les qui tu travaillais. collaborateurs, ben, c'est sûr que ça met je ne sais pas si c'est un souffle, mais ça met de l'air frais en termes d'espoir. Tu sais. Et cet espoir-là, ben, il y a un poids aussi pour le dirigeant parce que là, tu dis, là, je viens vraiment d'embarquer dans quelque chose. Puis, j'ai pas c'est pas un livre de recettes, là, tu sais, c'est vraiment. Alors, les attentes des gens et le goût d'être. D'influencer ça. Tu sais, on parlait de ça en début d'entretien tantôt. C'est pas tout le monde qui va avec le même enthousiasme. Tu sais, la même courbe d'adoption qu'on trouve en technologie, là, les pionniers, les early adopters, après ça, Oui, bon, oui. tu as la même courbe. Puis tu as ceux qui attendent, qui vont dire oui, je verrai si ça marche, puis tu as les détracteurs. Tu sais. Puis, c'est une erreur que j'ai faite, ça, au début. J'étais très achalé par les détracteurs et j'ai perdu beaucoup de temps parce que il faut que tu t'occupes des pionniers, il faut que tu nourrisses les pionniers qui vont influencer. Alors, j'ai été... c'est une leçon que j'ai appris, mais on a eu des gens qui ont réellement embarqué, puis c'était le fun. Est-ce qu'il y a une différence entre une organisation qui naît selon ce modèle et une organisation qui se transforme pendant sa vie? Euh, Moi, j'aimerais le faire avec une start-up. Ça doit être extraordinaire parce que tu n'as pas de dette organisationnelle. Tu n'as pas d'antécédents, tu n'as pas de... Ben, comme chez l'être humain, tu n'as pas de temps. Tu n'es pas poqué, comme on dit au Québec. Tu n'as pas d'échymose, on peut dire, et tout ça. Alors, j'imagine que c'est en même temps l'enjeu en start-up, c'est parce que tu as tellement d'affaires à faire en même temps. Tu as trouvé des nouveaux clients, ton financement, tout est à faire. Mais en même temps, tu n'as pas trop de contraintes passées. Si ce n'est celui que le dirigeant va avoir lui-même. Alors, je l'ai vu dans quelques entreprises qui n'étaient pas start-up, mais qui étaient jeunes. Puis, c'est ça. Il y a moins de lourdeur. Ouais, Ouais. peut-être une flexibilité un peu plus facile à mettre en place. Ouais, ok. Alors, c'est quoi finalement une entreprise inspirante? Euh, ça m'a pris des années à trouver le mot. Tu sais, on disait entreprise libérée, entreprise intraprenante, entreprise en autogouvernance, holacratie, adhocratie, bon, et sociocratie. Il y en a plein, là, vraiment. Puis moi, je cherchais, dans le fond, au-delà de tout ça, au-delà du moyen ou de la plateforme, si on peut dire, là, le iOS, c'est qu'est-ce que l'organisation aspire à devenir. Puis j'ai mis inspirante parce que c'est inspirant pour les employés, mais c'est inspirant pour les clients, c'est inspirant pour la communauté, c'est inspirant pour la région où ils se trouvent, c'est inspirant pour les fournisseurs, ça peut être inspirant pour le secteur d'activité dans lequel tu es, que tu fais évoluer. Donc, l'inspirant, puis qu'est-ce qu'on dit sur LinkedIn quand on voit quelqu'un, un entrepreneur ou peu importe, qui a fait quelque chose de bon, on dit toujours Il m'inspire. il m'inspire. Ouais. Vous êtes inspirant. Et tout ça. Fait que c'est un mot qu'on utilise régulièrement pour refléter quelque chose de beau qui nous émerveille ou qui nous touche, mais il n'est pas utilisé Fait que j'ai dit, je vais utiliser ça. J'ai écrit un billet là-dessus. Ok, C'est ok. ça, ouais. Ben, je le mettrai Comment ça se dans la décrit? description, ouais, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand tu le dis, j'ai une image qui me vient vraiment de, tu sais, comme des vagues Ouais. de,
En fait, on part des plus petites parties prenantes de l'entreprise et on regarde jusqu'où ça peut, jusqu'où l'impact peut aller. Ouais. Et quand tu parles de région, de pays, etc., en Ouais. fait, finalement, c'est de penser très large et de voir toutes les vagues que ça peut amener. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai écrit un billet là-dessus sur les 15 impacts de l'entrepreneur. Puis c'est exactement comme tu le décris, c'est par cercle concentrique. D'accord. Et ça va jusqu'à, ultimement, une forme de paix sociale, dans le sens que s'il y a une forme... en tout cas, tu as plus de chances d'avoir une paix sociale dans une société prospère que pas prospère. Tu sais, donc, mais aussi ton secteur d'activité. Alors, oui, c'est majeur. Alors, je crois beaucoup dans le futur que les entreprises vont être un vecteur. Les entreprises ne seront plus, comme elles le sont depuis 100 ans, uniquement dans un marché. Elles vont être dans une société. Et ça, c'est un gros changement. Tu sais, on parle des ESG, puis tous ces éléments-là, diversité et tout ça. Mais c'est que l'entreprise, elle prend conscience qu'elle n'est plus seulement dans un marché, c'est-à-dire fabriquer ceci ou vendre ceci, mais vraiment d'influencer plusieurs dimensions de la société. Puis ça, je trouve ça porteur. Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la différence entre construire une société qui a pour seul but l'indicateur financier versus monter une société qui a plusieurs indicateurs et notamment des indicateurs sociaux qui sont très, très importants. Oui, moi j'appelle ça des indicateurs de santé plutôt que des indicateurs de performance. Alors, c'est pour voir comment l'entreprise a de l'influence, a du rayonnement. Puis, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à des dirigeants qui peut-être nous écoutent et se disent « Oui, mais si on n'est pas focus sur l'argent, l'argent ne rentrera pas. » Un des éléments que j'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs qui commençaient une démarche de transformation, comme on parle, et je m'inclus dedans, on a toutes sortes de peurs au départ. Hein? Ça va... parce qu'il y a des images aussi, là, que par exemple, qu'il n'y a plus de structure. C'est très faux. Il y a une structure dans ce type d'organisation-là. Il y a des pratiques. Mais le grand désordre qu'on appréhende, là, qu'on va faire faillite, que tout le monde va s'en aller ou que tout le monde va faire juste ce qu'ils veulent, ici et ça. J'ai pas vécu. Puis je ne l'ai pas vu non plus. J'appelle ça le grand désordre. Des erreurs, oui. Des expérimentations, oui, mais je n'ai pas vu de désastre parce qu'on faisait confiance aux personnes ou parce qu'on abordait l'entreprise différemment. Ouais. Ta question, c'était? C'était comment est-ce que... qu'est-ce qu'on dirait à un dirigeant ou quelqu'un qui a envie de mener cette démarche et qui a peur justement de faire faillite ou que ce soit le grand désordre si on ne regarde pas que l'indicateur financier? C'est un économiste américain qui a dit, là, dans les années 50, le but de l'entreprise, c'est le profit. Et pendant des générations, c'était un peu la description ou l'image que les gens se sont fait de l'organisation. Moi, j'ai travaillé avec près de 2000 entrepreneurs, puis je me rends à l'évidence que le profit, ce n'est pas le but d'une entreprise, mais c'est une condition essentielle de son fonctionnement. Donc, pour moi, c'est même pas un moyen, c'est même pas une conséquence, c'est une condition. Comme, par exemple, ça prend de l'oxygène à l'être humain, mais l'être humain ne vit pas pour respirer, mais il doit respirer pour vivre. Le but d'une entreprise, c'est sa raison d'être, c'est ce qu'elle apporte à la société ou à ses clients aussi. Elle existe pour fabriquer ou concevoir quelque chose, un service, mais le profit est essentiel parce que tu n'as pas une entreprise inspirante si tu ne dégages pas un peu de profit pour toutes sortes de raisons, réinvestir dans le futur, croître, mieux organiser ton entreprise, avoir plein de choses. C'est un indicateur au même niveau que d'autres, finalement. Mais pour moi, il est essentiel, prioritaire. Puis je dirais pas le profit, je dirais la rentabilité. Est-ce que mes revenus dépassent mes coûts? Oui. Mais dans la vie, on est tous de même. À la maison, chez toi, j'imagine que tu espères que tes revenus vont dépasser tes coûts. On est tous comme ça. Alors, cette question, elle est très intéressante. C'est une question que je me pose souvent. Alors, j'ai encore jamais creusé le sujet, mais ça fait quelques années que je me dis, mais est-ce que finalement, les levées de fonds mirobolantes qu'on voit par chez nous, des fois, c'est des niveaux monstrueux.
Est-ce que finalement, c'est un modèle vertueux de lever autant d'argent? Est-ce que ça enlève pas finalement une contrainte? Enfin, je me questionne en fait sur comment ces levées de fonds impactent aussi l'organisation à l'intérieur dans son fonctionnement. Ben, tant mieux s'il lève de l'argent. Dans le fond, c'est juste, est-ce que l'organisation ou l'entrepreneur ou peu importe le dirigeant se descend de sa raison d'être? Ben, je le redis, s'il fait une levée de fonds, trouve du financement, c'est pour réaliser sa raison d'être. Si c'est ça, ben, tant mieux pour lui s'il y a de l'argent, puis après ça, pour aller plus vite ou voir plus grand. Alors, moi, je disais, il ne faut pas perdre de vue la raison d'être. Puis malheureusement, effectivement, dans l'abondance financière, c'est pas arrivé qu'on change le but de l'entreprise. Ouais, ok, trop intéressant. On parlait d'organisation inspirante. Comment est-ce que une organisation peut se transformer vers une entreprise inspirante? Je sais que toi, tu parles des 6 évolutions stratégiques. C'est quoi les étapes? La première, c'est le dirigeant. Pour moi, c'est où il s'en va, où il en est dans son étape de vie bien personnelle. Là. Il veut-tu travailler encore 30 ans ou il se prépare à transmettre ou peu importe. Alors, le dirigeant, c'est quoi son plan de match à lui comme individu? Parce que ça va impacter jusqu'où il va vouloir aller au niveau de son entreprise. Ça veut dire aussi, est-ce qu'il se prépare à la vente ou est-ce qu'il veut la transmettre? Tu n'as pas le même... tout le reste va dépendre de ce type de décision-là. Donc, un regard sur l'entrepreneur, son équipement, je dirais, culturel, c'est-à-dire à quoi il croit et tout ça, ses valeurs, sa mission personnelle, s'il l'a fait, ses talents, peu importe. Un regard sur la personne. Après ça, je l'ai fait dans beaucoup d'entreprises, c'est de présenter un peu c'est quoi l'entreprise inspirante, c'est quoi l'entreprise du 21e siècle. C'est le rapport au travail, ce qu'on a parlé depuis tantôt, qui change et tout ça, pour avoir un peu une idée de ça existe. On n'embarque pas dans quelque chose qui n'existe pas. Là. Il y a plein d'entreprises qui sont dans cette démarche-là. Donc, donner un peu confiance, crédibiliser, puis en même temps inspirer, parce qu'on peut s'inspirer de différentes pratiques, de différentes organisations. Après ça, pour moi, le point clé, c'est les orientations stratégiques. La définition de la raison d'être, de la vision, de la mission, des ambitions. Ça, pour moi, c'est vraiment l'étoile polaire. C'est essentiel de faire ça, que ce soit en équipe de direction avec tout le monde. Il y a différentes pédagogies pour le faire, mais c'est les assises. Parce que c'est dur de travailler une transformation de culture, de structure, si tes ambitions ou ta vision n'est pas claire. Après ça, tu touches ton modèle d'affaires. Puis là, je rentre dans du plus crunchy, comme on dit ici, c'est du croustillant. C'est les processus décisionnels. D'accord. Comment on va décider à l'avenir? Quand est-ce qu'on va chercher le consensus? Quand est-ce qu'on va chercher la majorité? Quand est-ce qu'on va faire de la sollicitation d'avis? Quand est-ce qu'on ne demande rien à Ça, personne? est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ces différents modèles de prise de décision? Parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Ah non, vraiment pas. Puis là, il y a certains types d'organisations, ce que la loi appelait le stade vert, qui est très orienté sur l'intégration des parties prenantes, le consensus. Bon, alors on consulte, on jase beaucoup, mais le problème de ces organisations-là, c'est qu'ils ne décident pas beaucoup. Alors, il y a de la lourdeur, par exemple. Tu as les autres types de décisions top-down, plus traditionnelles, qu'on trouve dans les décisions, dans les organisations plus conformistes. Alors, pour moi, c'est pas bien ou mal, c'est juste qu'il y a des contextes. Et la matrice avec laquelle je travaille, c'est que plus une décision a de l'impact dans la durée, puis plus elle a d'impact sur un nombre de personnes, plus on doit consulter. OK. Moins ça a d'impact dans la durée, moins ça a de l'impact sur du monde, bien, plus je peux avoir de l'initiative. Alors, faites alors, puis entre les deux, tu as la méthode de la sollicitation d'avis, par exemple. Tu as différents types il y a 6 ou 7 types de décisions. Mais c'est d'abord, pas parce que tu es beau ou tu es fin, c'est quel impact cette décision-là potentielle est là, dans la durée et sur les personnes. C'est très, très intéressant cette matrice. Ça me fait penser à... J'ai reçu à mon micro un ancien directeur d'usine de chez Decathlon
qui lui avait passé son usine selon un modèle plus horizontal et il parlait d'un exemple très précis de l'heure d'ouverture de l'usine. Il dit, mais en fait, on a passé des jours et des jours à discuter de ça pour qu'au final, je me rende compte que moi, j'avais rien à faire dans ces discussions parce que je suis pas là le matin. Donc, en fait, j'en ai aucune idée. Et je trouve que c'est... Enfin, c'est ça, en fait. Ça concernait 5 personnes. Je sais plus combien ils sont, mais admettons 200 personnes. Mm. Donc, laissons-les prendre leurs responsabilités, en fait. Et c'est ça que tu modélises. Oui, mais là, tu introduis un autre élément qui est qui décide, qui est concerné par la décision. Puis c'est un bel exemple. Tu as des gens autour de la table qui ne sont pas impactés, ni dans la durée, ni au niveau, par exemple, des résultats, puis qui se mêlent à la discussion. Tu sais? Alors, mais tu dis, ben non, il y a des gens qui vont le regarder parce qu'ils sont en mesure de faire, d'évaluer l'impact. Alors, c'est pour ça que ça m'amène à l'autre transformation qui est toutes les réunions dans l'entreprise. Alors, il y a une révision, il y a une transformation, non seulement dans les titres, dans les postes de poste à rôle, par exemple, et tout ça, mais il y a une transformation aussi dans la manière dont on se réunit. Et ça, c'est une étape importante dans la transformation. Qui va se réunir avec qui, pourquoi? Alors, quelle est la raison d'être de cette réunion-là? T'sais, quelles sont les redevabilités de cette réunion-là? Quel est le périmètre décisionnel de cette réunion-là? Alors, ça, c'est un travail que je fais qui est, je te dis, c'est parce qu'on pense que l'animation d'une réunion, c'est tout le monde a la science infuse, mais c'est un art et c'est une compétence. Mais je trouve en plus, dans ce que tu dis, il y a 2 aspects. Il y a le côté réunion pour avancer sur un sujet spécifique dans l'organisation, mais il y a aussi la réunion pour entretenir les liens Oui. entre les personnes. Mm. C'est quoi un peu les bonnes pratiques sur ces 2 types de rencontres? Ben, ça va être la différence, ça va être la raison d'être. Alors, s'il y en a une que la raison d'être, c'est de faire évoluer les projets, par exemple. Je travaille beaucoup avec les projets stratégiques. Puis l'autre, la raison d'être, c'est de créer du lien, c'est de travailler l'esprit dans lequel on est ensemble. On n'est pas du tout dans la même raison d'être, donc pas la même pédagogie, donc pas les mêmes attentes, donc pas nécessairement le même monde. Alors, c'est pour ça que je reviens à questionner la raison d'être des réunions. Tu sais, j'entendais, c'est hier, je pense, une réunion d'équipe. Une réunion d'équipe. Ouais. C'est quoi le but? C'est vrai? Tu sais, on dit... C'est vrai? Ben oui, c'est une réunion d'équipe. Fait que là, je me disais, c'est comme un verre d'eau. En tout cas, il faut vrai? revoir ça. Ah, oui. Ce serait quoi un meilleur terme? Ben, notre expérience, en tout cas, dans ce qu'on a fait au groupement à l'époque, de revoir, c'était de clarifier la raison d'être, puis de lui donner un nouveau nom. Ouais. Plus autour de la fonction de la réunion que du qui de la réunion. Ouais. Si on se réunit, c'est pour le projet X, par exemple. OK, on a un meeting du projet X. OK, c'est là-dessus. Maintenant, qui est concerné par le projet X? Qu'est-ce qu'on veut traiter dans le projet X? Alors, en holacratie, il y a différentes méthodes aussi, des rencontres de gouvernance que j'ai trouvées géniales. C'est des réunions où tu ne fais que reviser les territoires de responsabilité des gens. Tu ne traites pas d'opération, tu fais juste traiter les tensions qui est là, je pense que tu empiètes sur mon domaine. On clarifie ça. Donc, on passe des tensions de relations à des tensions de rôle. Oui, de relations. Intéressant. Et tu disais tout à l'heure, toi, chez toi, par exemple, dans ton organisation, vous avez mis les cartes de visite dans une poubelle quand tu as commencé à implémenter le modèle. Comment on sait qui fait quoi quand il n'y a plus de rôle forcément tout le monde avec a des rôles. Ouais. Comment est-ce qu'on transforme ça? Ben, c'est un des éléments clés d'une démarche comme ça qui est de passer de poste à rôle. Alors, on est passé de 50 postes, on était 50 personnes, à 200 rôles. Parce qu'une même personne pouvait exercer des rôles, même dans d'autres cercles que son cercle TI ou que son cercle communication ou que peu importe. Alors, cette notion-là de clarté, d'utilisation d'une matrice de rôle, déjà, c'est une différence.
Nous, on a utilisé une plateforme qui s'appelle Holospirit. Il y a Glassfrog aussi aux États-Unis. Il y en a une en Suisse aussi. Je me souviens, Maptio, je pense que ça s'appelle. C'est des infrastructures, des plateformes où tu as vraiment l'inventaire des responsabilités, des rôles, des projets, tout ça. C'est extraordinaire parce que tu peux, à chaque réunion, notamment les réunions de gouvernance que je parlais tantôt, où tu revois les rôles, tu modifies ta structure d'organisation à toutes les semaines. Tu n'attends pas un an ou la grande réforme au bout de 3 ans. Ça bouge. Je reviens à ton image d'abeille de tantôt. C'est vers quoi on doit aller. Donc, cet outil-là, je l'ai trouvé, moi, très, très utile et à la limite nécessaire. Et est-ce que ça demande d'identifier certains profils ou est-ce que c'est plus facile à vivre pour certains profils, ce type d'organisation? Je me demande si c'est fait pour tout le monde, en fait. Je te dirais, moi, tu sais, au début, on disait les entreprises changent parce que l'humain revient au naturel. Là. Je te dirais que naturellement, moi, je vois pas qui n'a pas le goût d'évoluer dans un contexte de liberté et tout ça. Naturellement. Mais culturellement, je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt. Je dis pas que ça y arrivera pas. Puis c'est arrivé dans l'organisation des gens qui viennent me voir et me disaient « Michel, moi, là, j'ai tellement pas été éduqué comme ça, là, à prendre des initiatives. Là. J'ai peur, tu sais. » Fait que là, t'accompagnes. Puis la personne a fait une expérience, et ci et ça. Fait que c'est pour ça que je dis que ça induit des cheminements personnels chez les gens. Ou d'autres c'est l'inverse, ils partent comme une étoile filante. Puis là, tu dis, ben non, mais c'est parce que tu es avec d'autres, là. Puis ça a de l'impact sur d'autres. Donc, je te dirais, naturellement, oui. Culturellement, non. Et puis, je trouve que ça va aussi avec ce sujet d'évolution des modes de travail. Avec mon collectif de podcasteuses, on parle beaucoup des imaginaires autour du travail parce que ça façonne aussi nos réalités, en fait. Il y a les réalités que tu décris, je pense que c'est très dur à imaginer pour certains. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent encore mais qu'est-ce qu'il me raconte, en fait? Ça n'existe pas, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on fait justement pour transformer nos imaginaires post-révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui avec des modes de gouvernance qui sont extrêmement différents? C'est un très bon point. Puis je suis en train d'écrire un article C'est vrai? là-dessus. On va tous les mettre. Oui, lui, je suis en train de le faire. Je le fais par l'approche du langage. OK. C'est-à-dire, nous, on a dû réinventer notre langage d'entreprise pour l'adapter, entre autres. Ça fait 150 ans qu'on utilise le langage de la machine. Hein? On est sur l'ingénierie des processus, des indicateurs de performance. On est vraiment dans un langage de machine. J'ai fait un inventaire, là, j'ai une trentaine de mots là, dans le management qu'on vit, puis c'est ça qu'on utilise. Alors, quand tu décris ton milieu de travail, là où tu te rends à tous les jours, ou en tout cas l'organisation dans laquelle tu es inscrite, puis qu'elle se décrit elle-même comme étant une machine, comment tu peux ne pas être stressé ou tendu aussi, comme si tu étais dans une course de Formule 1. Tu sais. Alors, le langage, l'autre langage, il faut l'inventer. Il y en a un qui est plus proche de l'organisme vivant. C'est pour ça, tantôt, je disais, j'aime mieux dire des indicateurs de santé que des indicateurs de performance. Tu sais. Le mot performance, c'était un peu après le Moyen Âge, ça parlait de la capacité d'un cheval à s'épuiser jusqu'avant de tomber à terre. Ah ouais. La performance du cheval. Wow. Fait que là, mettons que tu appliques ça à des individus, ça fait pas tellement de sens. Là. Moi, j'avais lu une définition, je me souviens plus du livre, je le remettrai dans la description, une linguiste qui disait que performance, c'était l'acte de transformer quelque chose. Et j'avais trouvé ça très beau parce qu'en fait, nous, la performance, on en a fait quelque chose de terrible et parfois qui s'opère dans des proportions qui peuvent être mauvaises. Ouais. Et elle disait, mais en fait, ce terme-là, à la base, c'est prendre quelque chose et changer l'état. Forme, père, c'est ça. Ouais. Et je trouve ça plus juste et ça mériterait de se pencher, en tout cas de se réapproprier ce mot, quoi. Ouais.
C'est pour ça que, quand je dis indicateur de santé, c'est que, par exemple, les profits, pour moi, tu peux le faire comme une performance dans laquelle il y a des tensions implicites, ou tu peux le faire comme un indicateur de santé. C'est est-ce que l'entreprise est en santé? Oui, au niveau, par exemple, du cash flow, on est en santé. Après ça, on passe à un autre appel. On va travailler sur notre raison d'être. Tu sais. Alors, je suis en train de faire l'inventaire de ce nouveau langage-là qui est à réinventer. Ce qu'on a fait entre les deux langages, entre le langage de la machine et de l'organisme vivant, c'est qu'un jour, on a utilisé des métaphores. Alors, les rôles, au lieu d'être directeur de ceci, par exemple, le département, le cercle de TI s'appelait système nerveux. Tu sais, bon, on était assez créatifs sur nos appellations. Et juste le fait d'utiliser ce nouveau langage-là, ben, on introduisait des métaphores qui étaient parlantes, mais qui, en même temps, étaient plus favorables à la créativité qu'à de la tension. Parce que le défi, c'est ça, c'est de régler les tensions. Oui, et puis, en fait, c'est vraiment ce système de pensée, je sais plus exactement ce que c'est, pensée, émotion, action. Genre, dire un mot, ça a une charge quand même. Il y a la charge sémantique, c'est réel. Et donc, ça va forcément induire ce qui va se passer derrière. Oui. Donc, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres mots que tu as relevés comme ça qu'on utilise sans vraiment les questionner? Ben, tout ce qui est relié à, comme je disais, à la machine, mon supérieur. Ouais. Ça, là, j'ai de la misère en 2024 à entendre ça. Ça veut dire que celui qui est supérieur, il parle de l'autre comme mon inférieur. C'est quoi le mot, d'ailleurs? Il n'a pas. Parce que c'est bien trop gênant. Ah oui. Non, mais c'est mon collaborateur. Mais d'ailleurs, j'ai échangé. Donc, c'est que à ce moment-là, dans le langage, un exemple de changement, plutôt que de dire je travaille pour ou il travaille pour moi, c'est je travaille avec. Il travaille avec moi. Il faut juste changer le. Oui. T'es comme ça, puis l'autre, t'es comme ça. Puis ça infantilise ce type de langage-là, ça stresse. Ouais. Mais alors, sur le mot collaborateur, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un dirigeant d'un tiers-lieu social. Et il me disait, moi, je déteste le mot collaborateur parce que historiquement, il n'est pas beau, le mot. C'est les collabos. Ouais, il disait, en fait, c'est chargé quand même comme mot. Et nous, je ne sais pas ici si vous l'utilisez, mais en France, on l'utilise pour faire un peu joli, pour pas dire salarié, employé, etc. On utilise collaborateur, mais finalement, déjà, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on collabore vraiment? Quelle est la charge historique de ce mot-là? Et en fait, c'est un peu hypocrite de dire, mais en fait, il est salarié, c'est pas grave. C'est une réalité, en fait. Mais tu vois, le salarié, ça décrit le lien de subordination, en fait. Nous, on a contourné ça à l'époque. L'organisation s'appelait le groupement des chefs d'entreprise. Alors, nous, on s'était dit comment on va s'appeler les employés. Puis collaborateurs, c'est plus européen ici. On l'a un peu ici, mais généralement, les gens disent employés au Québec. Nous, on a dit, on est au groupement, on va être des groupies. Des groupies? Sympa. Oui. J'aime bien, ouais. Fait qu'il y avait le double symbolique du groupie adepte, adepte de l'organisation, puis groupie dans le sens de, pour reprendre le mot groupement. Alors, dans le langage des jours, je vais voir tel groupie. Mais juste ça. C'est drôle, ouais. Oui, c'est ça. C'est drôle. Alors, on riait bien, on riait avec ça. Mais il a fallu vraiment réinventer. Ouais. J'ai rencontré aussi une dame qui a monté des espaces de coworking en Bretagne. Et elle a tout un système de signalétique dans ces espaces qui est très, très bien pensé. Et chaque mot, par exemple, des actions quotidiennes, ranger sa chaise, utiliser la machine à café, etc. Et elle a pris un soin de dingue à bien décrire les actions sur le ton de l'humour et en même temps quelque chose de rassembleur. Et en fait, le lieu a une âme qui est dingue parce qu'elle a fait ce travail de sémantique et de signalétique de manière très précise. Et je suis sûre que dans un espace de travail, alors là, c'est un espace de coworking, donc c'est des gens extérieurs
souvent des individus ou des petites entreprises qui viennent. Mais je suis certaine que dans un espace de travail, une organisation, la manière dont on utilise la signalétique et dont on aménage l'espace influe Oui. sur Sur la le dynamique. comportement, oui. Ouais, Sur la culture. Ah ouais. oui, oui. Ça, c'est quelque chose que tu as questionné, les espaces de travail? Oui, ben, on était comme je t'ai dit, on a commencé en 2015, la démarche. Donc, on était 5 ans avant la COVID. On était déjà, la moitié de l'équipe était en télétravail parce que les gens s'occupaient de territoire. Donc, Ah oui, bah ils oui. travaillaient du territoire où ils étaient. C'était déjà la moitié des personnes. Alors, on a travaillé les signes d'inégalité, comme je t'ai dit tantôt. Puis, mais déjà, j'avais une pensée sur le remote, là, le travail à distance pour le favoriser. Euh, mais avec la pandémie, là, ça a pris une toute autre... D'ailleurs, avant la pandémie, c'est vrai, tu me rappelles qu'on était dans une démarche de relocalisation vers des espaces Ah plus oui, 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 OK. collaboratifs. Donc On était plus de bureaux, personnels, ouais, OK. des bureaux euh, pas personnels, parce que tu peux avoir un bureau comme Attitré, là, ouais. plus intime, mais pour faire certains types de travail, mais attitré. Hein, ouais, c'est ça, je cherchais le mot, attitré. Alors, mais là, c'est devenu ça. Avec la pandémie, je pense que la bâtisse est à vendre, puis qu'ils sont dans un projet de relocalisation. Là, OK, je ouais. suis plus au fait, là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as, découvertes ou expérimentées que tu aurais envie de nous partager sur ce modèle-là? Euh, je reviens sur le fait que c'est un moyen, que ce n'est pas un but. J'interviens dans une entreprise la semaine prochaine pour ça, pour recentrer un peu euh, la démarche, mais en même temps aussi le fonctionnement de l'organisation. Euh, je pense qu'il faut aussi être bon dans le sens de bienveillant. C'est pas un chemin. Je ne sais pas si tu as connu cet auteur-là, Scott Peck, qui était un Américain. Il a écrit un livre qui s'appelait Le chemin le moins fréquenté, qui était une métaphore sur le chemin le moins fréquenté, là, à l'intérieur de soi-même. Mais dans ce type de transformation-là, c'est pas un chemin encore très, très fréquenté. Puis c'est facile. Les vieux réflexes sont faciles. Alors, ça prend une bonne vigilance, puis une vigilance collective, tu sais, pour que on avance avec clarté, mais en même temps sans être pressé. Mmh. Et tu parlais du collectif. Ça, c'est un mot nouveau aussi. Finalement, ce mot-là, je sais pas ici, mais nous, en France, on la force du collectif, l'intelligence collective, heu, c'est quand même assez récent. On en fait à toutes les sauces, les formations d'intelligence collective et cetera. Ça veut dire quoi, être un collectif? Ben, je suis un petit peu biaisé parce que l'organisation, groupement des chefs d'entreprise, c'était un collectif d'entrepreneurs et les 250 communautés de pratique qui se réunissaient à tous les mois ou les 6 semaines, c'était des mini-collectifs. Et la conviction profonde qui sous-tend l'organisation depuis 50 ans, c'est nous sommes meilleurs avec d'autres que seuls. C'est le collectif. Donc, je disais aussi, un entrepreneur qui est isolé est en bien mauvaise compagnie. Tu sais, alors, J'aime bien la formule. fait que fait qu'on a baigné là-dedans parce que l'entreprise, c'était sa raison d'être. Mais je crois qu'on sort tranquillement de l'étape de notre adolescence d'indépendance. Puis de plus en plus, on comprend qu'on est en interdépendance. Puis de toute façon, c'est le seul chemin pour moi qui va nous permettre de cohabiter. Tu sais. Puis en même temps, de faire face aux défis de complexité, on a besoin des autres. Il n'y a personne qui résout les choses vraiment seul. Puis je suis tombé sur un mot extraordinaire il y a quelque temps qui était
utilisé ou en tout cas créé par un compositeur de musique que j'adore, qui est Brian Eno. Il explique que les plus grandes œuvres ne sont pas le fruit ou ne viennent pas d'un genius, un génie, mais d'un scenius, une scène. Une scène faisant ici référence à un groupe de musiciens, par exemple, qui travaillent ensemble et qui vont créer une œuvre. Fait que même celui qui écrit un livre tout seul, il appartient souvent à un contexte, à un milieu donné. C'est nourri de quelque chose. C'est ça. Alors, on évolue là, du besoin d'être genius, de prouver qui on est, vers des entreprises qui vont ressembler plus à des scenius, à des créations collectives. Puis c'est même pas une chimère. C'est juste l'évidence. Ouais. C'est comme ça. C'est le tilt. Il n'y a pas d'autre chemin. Ouais. Le tilt, oui. C'est bon. On a abordé énormément de sujets, c'était passionnant. Est-ce que tu as des ressources à nous partager pour celles et ceux qui veulent justement creuser ces sujets, peut-être faire un premier pas? C'est sûr, je recommande le livre de Frédéric Laloux. Souvent, je le recommande en BD parce que c'est quand même un gros pavé. Ouais. Donc, si vous êtes à fond là-dedans, allez-y en pavé. Sinon, prenez la BD, ce sera plus facile d'accès. J'ai travaillé avec des gens du gouvernement la semaine passée, puis j'ai parlé de cette approche-là. Puis il y en a un qui l'a lu, il l'a fait venir en Audible, en audio. Alors, il existe aussi en audio. Fait que, tant mieux. Trop bien. Fait que ça, c'est un point dans les ressources. J'ai mon propre site web, puis il y a une section, tu vois, en haut, c'est marqué « Outils ». Je mets tous mes outils à la disposition autant des entreprises que des consultants qui veulent s'en servir. Moi, je suis dans une logique d'abondance, là, pour reprendre la logique de Reinventing Organization, puis que plus t'en donnes, plus mieux c'est, puis un jour, ça reviendra, mais sans attendre. Donc, des outils pour comment définir des orientations stratégiques, comment mesurer son degré d'avancement en cheminement, les 6 rôles de l'entrepreneur. Il y a plein de ressources. Si les gens veulent. Super. Les articles aussi qu'on a parlé tout tantôt, à fait. sur l'intrapreneur, par exemple. Super, top. J'ai une dernière question pour toi, Michel, qui est ma question signature. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour t'épauler tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Pour être cohérent, j'irais avec Frédéric Laloux. Ouais. J'irais avec Steve Jobs. Pourquoi? C'est pour l'intuition, la fidélité à une intuition de démocratiser l'informatique, les outils, puis développer le potentiel créatif des gens, favoriser. Je trouve encore aujourd'hui, je ne parle pas de son caractère, mais je parle vraiment de son œuvre. Je suis fasciné. Puis le troisième, je pense que ce serait Winston Churchill. OK. Parce que pour l'imprévisibilité puis l'audace. Ah, génial. Il y a une citation. C'est un très beau board. Bon, malheureusement, tu ne pourras pas la voir en réel, mais en tout cas, très beau board. Il y a une citation de Winston Churchill que je mets tout le temps dans mes présentations qui dit, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. C'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est tout l'objet de notre discussion, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il dit aussi... mes goûts sont simples, je me contente du meilleur. J'aime bien. Je l'adore. Concluons là-dessus. Michel, merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi à Montréal. Et puis à bientôt. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Michel Bundock. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre les besoins des individus au travail et ce qu'est l'holacratie. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode sur Apple Podcast et Spotify en mettant 5 étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.